deux botanistes exceptionnels, Claire Dubois et Sophie Martin, embarquant pour l'expédition finale depuis une station de recherche éloignée dans le massif des Vosges, pour disparaître lorsqu'une violente tempête s'abattit. Pendant 9 ans, leur disparition fut considérée comme un accident tragique. Une autre histoire de vie perdue dans la nature sauvage. Puis un chasseur au plus profond de la campagne lozérenne, objet très inhabituel, est retrouvé coincé dans un bois de serre. Cela éclairera une chronologie biologiquement inexplicable et donnera à cette affaire non résolue une tournure étrange. Les premiers signes de trouble à la station de recherche isolée de massif des Vosges, ce n'était pas un signal de détresse ni un appel à l'aide. C'était l'absence silencieuse de deux lits vides. C'était en août 2007. La station de recherche, un ensemble de bâtiments en bois fortifiés accessibles uniquement par avion léger de l'aéroport local de Épinal, est une base temporaire pour les chercheurs qui étudient les écosystèmes uniques et fragiles des régions alpines de l'Est de la France. L'air du bâtiment principal est souvent empli de la concentration silencieuse des analyses de données et du parfum d'escafé noiriche. Mais ce mercredi-là, l'air était différent, plus lourd. Antoine Lefebvre, professeur de géologie de Paris, rangeait ses échantillons de roches lorsque le silence de la pièce voisine commença à le gêner. Il réalisa qu'il ne voyait pas les deux botanistes de Bordeaux depuis lundi matin. Bien que les chercheurs travaillent souvent à des horaires irréguliers, campant parfois la nuit à proximité des sites de recherche, cette absence a été inhabituellement longue, surtout compte tenu des conditions météorologiques changeantes. Le ciel à l'extérieur était d'un gris sombre, signalant qu'un grand système de tempête poussait des vents froids de Vosges-en-Bas. Antoine a trouvé directeur de station de recherche, qui était responsable de la logistique complexe de la station. Lorsqu'Antoine s'enquit des nouvelles des deux botanistes, le directeur vérifia la liste. Le constat fut immédiat et alarmant. Claire Dubois, 31 ans, et Sophie Martin, 26 ans, devaient partir cet après-midi-là. Leur avion léger avait été prévu pour les emmener à Zambes et Bordeaux-Mérignac pour le vol de retour. Un rapide coup d'œil dans leur chambre confirma les soupçons d'Antoine. Leurs bagages principaux étaient prêts, déposés près de la porte, prêts à partir. Mais leur sac à dos spécialisé, lourd et contenant des instruments scientifiques, des récipients à échantillons et du matériel de survie, avait disparu. Ils n'étaient pas revenus de leur dernière expédition. Claire et Sophie étaient des personnalités respectées dans leurs cercles universitaires. Toutes deux françaises, liées par une profonde amitié et une passion commune pour les plantes alpines rares, Claire, l'aînée, est connue pour ses méthodes de recherche méticuleuses et sa détermination tranquille. Sophie, 26 ans, apporte une énergie débordante à leur duo, avide d'explorer des terrains difficiles à la recherche de nouvelles découvertes. Ils sont arrivés dans la région reculée de massif des Vosges pour étudier les plantes qui ne poussent que dans des conditions difficiles à haute altitude. Les chercheurs ont ensuite reconstitué leur dernier mouvement en interrogeant d'autres chercheurs de la station. Claire et Sophie ont été vus pour la dernière fois lundi matin, se préparant à se diriger vers un sommet de montagne accidenté à accent grave quelques kilomètres de la station, une région connue pour son microclimat unique et les plantes qu'ils étudient. La météo à venir avait été le sujet de discussion ce matin-là. Certains chercheurs se rappellent leur avoir conseillé la prudence, compte tenu de la baisse rapide de la pression atmosphérique. Selon des témoins oculaires, Claire et Sophie étaient au courant des prévisions météorologiques, mais étaient déterminées à prélever une dernière série d'échantillons avant que la tempête ne frappe et que leur voyage ne prenne fin. Elles étaient expérimentées, respectueuses de la nature sauvage et semblaient confiantes de pouvoir terminer le voyage et revenir avant que les conditions météorologiques ne se dégradent. Mais 48 heures plus tard, la tempête commençait à s'abattre sur la cabane et les deux lits étaient toujours vides. L'isolement du site rendait difficile l'obtention d'une aide immédiate. Antoine Lefebvre, conscient de la gravité de la situation dans l'environnement hostile de massif des Vosges, au seul moyen de communication de la station avec le monde extérieur, téléphone satellite. Il a appelé Police nationale française dans Épinal, a officiellement signalé la disparition de Claire Dubois et de Sophie Martin. L'appel de la station de recherche a déclenché une intervention d'urgence, mais la nature sauvage vosgiens sont intervenus avec une efficacité redoutable. Presque immédiatement après l'appel d'Antoine Lefebvre, le système orageux annoncé a frappé la région avec une violence qui a stupéfié même les météorologues les plus expérimentés.
C'était bien plus qu'une simple averse passagère. Ce fut un événement météorologique caractérisé par des vents violents qui déchirèrent le paysage, de fortes pluies rapidement transformées en grêle et des chutes de température soudaines. Pendant 3 jours d'angoisse, la nature sauvage devint une forteresse impénétrable. Police nationale française, chargée des opérations de recherche et de sauvetage sur ce vaste territoire, s'est retrouvée complètement bloquée. Les avions légers nécessaires pour atteindre ce site isolé ne pouvaient voler dans des conditions de visibilité nulles. Les vents étaient trop forts et le risque de givrage trop élevé. Les équipes au sol ne pouvaient pas se déplacer. Les pistes, déjà difficiles dans les meilleures conditions, étaient désormais dangereuses, obscurcies par les intempéries et menacées par des crues soudaines en plaine et des voiles blancs en altitude. Les retards étaient insupportables. Chaque heure qui passait réduisait considérablement les chances de survie de toute personne coincée à l'extérieur. À l'intérieur de la cabane, l'anxiété était palpable. Les chercheurs se penchaient sur des cartes, tentant de déterminer l'itinéraire que Claire et Sophie auraient pu emprunter, identifiant les abris et les dangers potentiels en chemin. Mais les conversations ramenaient toujours à la triste réalité. La tempête était implacable et la nature impitoyable. Alors que la tempête faisait rage, la nouvelle de la disparition parvint. Bordeaux. Marie Martin, la mère de Sophie, a vécu un cauchemar. Marie était toujours très fière des exploits de sa fille, son intelligence, son esprit d'aventure et son dévouement pour la science. La pensée de sa fille dynamique et talentueuse perdue dans le climat rigoureux de Vosges paralysée. Mais Marie refusa de céder au désespoir. Dès que le voyage fut possible, elle s'envola pour Strasbourg, déterminée à être sur place et à obtenir des réponses. Lorsque la tempête s'est enfin dissipée après 72 heures, le paysage a été transformé. Le ciel dégagé a permis une opération de recherche à grande échelle. Police nationale française, des équipes spécialisées de recherche et de sauvetage, SAR, et des bénévoles locaux expérimentés ont convergé vers la zone. L'opération a été une prouesse logistique, faisant appel à hélicoptères depuis Strasbourg pour les relevés aériens et les équipes au sol pour les recherches de grilles méticuleuses. L'air résonnait du bruit des hélices, le silence de la nature sauvage était rompu par l'urgence des recherches. Marie Martin arriva au centre de commandement à Épinal, visage marqué par l'épuisement et la peur. Elle rencontra les enquêteurs en chef et leur expliqua l'expérience, l'équipement et la préparation méticuleuse de Claire et Sophie. Désemparée, elle était convaincue qu'elles étaient toutes deux trop compétentes et trop préparées pour se perdre. « Ils savent ce qu'ils font », aurait-elle déclaré aux enquêteurs, la voix tendue par l'émotion. Ils ne prendraient pas un risque aussi imprudent. Il faut bien qu'il se passe autre chose. Sa présence était un rappel constant et douloureux du coût humain des disparitions. Les recherches se sont concentrées sur le système Vosges et les sentiers qui y mènent. Le terrain est extrêmement difficile. Les équipes de recherche et de sauvetage traversent des pentes abruptes, des sous-bois denses qui arrachent vêtements et équipements, et des pentes rocheuses instables où chaque pas menace une dangereuse glissade. Elles avancent lentement, méticuleusement, scrutant le sol du regard à la recherche du moindre signe, une empreinte de pas, un équipement abandonné, un abri de fortune. Les exigences physiques sont extrêmes, poussant les chercheurs à leurs limites. Après plusieurs jours de recherches épuisantes, une équipe au sol a découvert une piste, petite mais importante. Près d'une pente particulièrement raide, partiellement masquée par les débris charriés par la tempête, ils ont trouvé une boîte à spécimens de plantes spéciales. C'est le type de protection qu'utilisent Claire et Sophie, conçue pour protéger les spécimens végétaux délicats. La découverte est inquiétante. Cela confirmait qu'ils avaient atteint cette zone difficile, mais le contexte était flou. L'emplacement de la boîte suggérait un accident potentiel. La pente était dangereuse, un mélange de roches instables et de boue glissante. Une chute à cet endroit aurait presque certainement été désastreuse. La boîte avait-elle été lâchée dans une tentative désespérée de retrouver son équilibre? Ou avait-elle été abandonnée volontairement, peut-être pour alléger son poids lorsque la tempête a frappé et que la survie est devenue la seule priorité? Les enquêteurs ont analysé la scène avec minutie. Ils ont établi un périmètre, photographié la boîte sur place avant de la récupérer. Ils ont fouillé les environs à la recherche d'autres indices, un morceau de tissu, une trace de sang,
tout ce qui pourrait indiquer les circonstances de la disparition. Mais les traces ont disparu. Les graves dégâts causés par la tempête avaient effacé toute trace de pas ou autre signe de leurs déplacements ultérieurs. La nature sauvage a été anéantie. Les principales théories des enquêteurs se concentrent sur des facteurs environnementaux. Le scénario le plus probable est que Claire et Sophie ont été prises dans l'arrivée soudaine de la tempête. À haute altitude, la visibilité aurait été réduite à zéro presque instantanément. Ils auraient pu être désorientés, s'éloigner du sentier et mourir d'hypothermie en quelques heures. La possibilité d'une chute catastrophique, suggérée par l'emplacement de la boîte, reste une forte possibilité. Les attaques d'animaux sauvages sont toujours à prendre en compte en milieu sauvage. Vosges, sont également pris en compte. Cette zone abrite ours bruns et cerfs, deux éléments susceptibles de provoquer des affrontements mortels. Cependant, aucune preuve ne vient étayer cette théorie. La scène de crime était propre, exempte de toute trace de lutte violente. La disparition semblait silencieuse, une disparition sans laisser de traces. Au fil des semaines, des recherches massives n'ont donné aucun résultat. L'été Vosges, la période de recherche se termine, et l'approche de l'hiver apporte une nouvelle urgence. Les températures chutent rapidement et les premières neiges commencent à recouvrir les hautes altitudes. La période de recherche se termine. Le paysage était sur le point d'être recouvert d'une épaisse couche de neige, cachant ses secrets jusqu'au dégel printanier. En l'absence de nouvelles pistes et face à la dégradation des conditions, les autorités prirent la décision difficile de réduire les recherches actives. Marie Martin protesta, implorant la poursuite des recherches, persuadée que Claire et Sophie étaient peut-être encore en vie, peut-être blessées et cachées dans une grotte ou un ravin. Mais la réalité est indéniable. Les risques pour les chercheurs sont trop grands. Les chances de succès sont trop minces. La disparition de Claire Dubois et Sophie Martin est officiellement qualifiée d'accident tragique. 2 vies perdues dans une nature sauvage et insensible. L'affaire, dénuée de toute preuve d'acte criminel, s'est lentement refroidie, gelée sous les couches de neige qui s'accumulaient. Vosges. Marie revient Bordeaux, le silence du désert Vosges résonnait dans le vide soudain et insupportable de sa vie. 9 années passèrent. La disparition des 2 botanistes s'estompa peu à peu dans la conscience immédiate des autorités. Vosges, devenant un autre dossier dans les archives des affaires non résolues, un sombre rappel de la nature impitoyable de la nature sauvage. Marie Martin continue de vivre une vie marquée par un deuil non résolu, l'absence de sa fille, un vide constant et douloureux. La nature sauvage garde ses secrets, et l'histoire de Claire et Sophie semble vouée à rester un mystère, engloutie par l'immensité du paysage. Nous sommes en septembre 2016. Le décor est une région reculée de la nature sauvage. Lozère, à des kilomètres du site de recherche d'origine. L'environnement ici diffère du terrain d'altitude où les 2 botanistes ont disparu. Il est caractérisé par une herbe jaune et sèche et des buissons clairsemés. Le paysage est typique de la fin de l'été et de la transition vers l'automne. L'air est frais, chargé d'une odeur de terre sèche et de pin, et le silence est profond. Louis Garnier, un chasseur local chevronné, avançait lentement et prudemment sur le terrain. Louis était un homme profondément ancré dans la nature sauvage, possédant une connaissance du terrain qui allait bien au-delà des cartes et des coordonnées GPS. C'était la saison de la chasse aux cerfs, et Louis possédait un permis légal. Il ne cherchait pas un trophée. Il voulait remplir son congélateur pour l'hiver. Il avait passé des jours loin de la route la plus proche, complètement autonome, immergé dans la solitude de la nature sauvage. Il avait suivi un grand cerf pendant des heures, observant les signes subtils de son mouvement. Une branche cassée, une faible trace dans la terre meuble, l'odeur de musc dans le vent. La nature exigeait de la patience, et Louis en avait beaucoup. Il se déplaçait silencieusement, minimisant sa présence, scrutant l'horizon à la recherche d'un mouvement. Finalement, il aperçut l'animal. C'était un énorme cerf, un spécimen impressionnant à la fourrure brun foncé, presque noire, et à la paire de bois imposant et lourd. Le cerf paissait paisiblement dans une petite clairière près des buissons. Saule en direct Lozère, inconscient de la présence de Louis, à une centaine de mètres peut-être. Louis s'installa en position de tir,
ses mouvements fluides et réguliers, il leva le fusil, dont le poids lui était familier et fiable. Il regarda à travers la lunette à fort grossissement, le zoom permettant de bien cerner le cerf. Il observa l'animal, observant son état de santé, se préparant à un tir propre et éthique. Mais lorsque son regard se porta sur les bois, il marqua une pause. Quelque chose clochait. Coincé dans la structure gauche des bois se trouvait un objet qui n'avait rien à y faire. Il était pâle, contrastant fortement avec la texture veloutée et sombre des bois. Cela paraissait anormal. Il ajusta le grossissement, perplexe. Au début, il pensa qu'il s'agissait d'un fragment, peut-être une brindille ou un morceau d'os, que le cerf avait ramassé en frottant ses bois contre un buisson, un comportement courant pendant la saison des amours. Mais la forme était trop nette, le contour trop familier. La prise de conscience le frappa comme un coup de poing, une vague de nausée lui monta à la gorge. Ce n'était pas des débris. C'était un crâne humain. Louis baissa son arme, le cœur battant à tout rompre. Il cligna des yeux, tentant de clarifier sa vision, puis regarda à nouveau, confirmant ce qu'il avait d'abord refusé de croire. Le crâne était usé, d'une couleur blanc jaunâtre, signe d'une longue exposition aux éléments. La mâchoire inférieure manquait, mais le détail le plus macabre était la vertèbre cervicale, toujours attachée à la base du crâne, qui pendait mollement. Elle était coincée dans les bois, comme fusionnée à l'os. Le spectacle était horrible, profondément perturbant. L'esprit de Louis était assailli par les possibilités. Était-ce une cruelle plaisanterie? Un accident bizarre? Il savait que les cerfs pouvaient être agressifs, mais la façon dont le crâne était coincé dans les bois suggérait une force et une précision qui semblaient hors de portée d'une rencontre normale avec la faune. La vue du cerf broutant paisiblement avec cet ornement macabre accroché à sa tête était surréaliste et horrifiante. Il était confronté à une décision cruciale, une question éthique et pratique qui transcendait l'éthique de la chasse. Il s'agissait clairement d'une preuve de mort humaine, peut-être d'une scène de crime. Mais la preuve était liée à un animal vivant et mobile. Si le cerf s'enfuyait, surpris par sa présence ou par une brusque modification du vent, il pouvait courir sur des kilomètres. Il pourrait disparaître dans la vaste étendue sauvage, le crâne pourrait tomber dans l'herbe épaisse. L'épreuve serait perdue à jamais. Louis envisagea ses options. Il se trouvait sur un territoire de chasse légale et possédait un permis pour le cerf. Mais sa priorité passa immédiatement de la chasse à la préservation des preuves. Il savait qu'il devait sauver les restes. L'urgence était immédiate. La nature sauvage recelait ses secrets, et ses secrets circulaient. Il leva de nouveau son arme, concentré à l'extrême. Il prit une inspiration, stabilisa sa visée et tira. Le coup résonna dans le paysage silencieux, un craquement sec qui sembla rompre le calme de l'après-midi. Un tir net. L'énorme cerf tituba et tomba. Louis s'approcha prudemment de l'animal. Le silence de la nature semblait amplifié, alourdi par le poids de sa découverte. La vue du crâne de près était encore plus terrifiante. Il était coincé, nécessitant une force considérable pour le déloger. Le contraste entre la fourrure sombre du cerf et le blanc immaculé de l'os était glaçant. Il savait qu'il ne pouvait pas perturber la scène. Il devait contacter les autorités immédiatement. Il était hors de portée du téléphone. Louis prit appareil de messagerie par satellite, un appareil conçu pour les situations d'urgence à distance. Il a marqué sa position avec des coordonnées GPS et a tapé un message à accent grave Police nationale française en direct siècle, décrivant en détail la nature de sa découverte. Un cerf a été retrouvé mort, des restes humains étant accrochés à ses bois. L'intervention a été rapide. En raison de la nature étrange du signalement, un hélicoptère depuis siècles et policiers ont été dépêchés immédiatement. Il a fallu plusieurs heures à la police pour atteindre ce lieu isolé. À leur arrivée, ils étaient tout aussi choqués. La scène était différente de tout ce qu'ils avaient pu voir au cours de leur carrière. Ils commencèrent à documenter méticuleusement la scène. Les lumières s'éteignirent, ajoutant un sentiment d'urgence à l'opération. Ils étendirent une bâche en plastique vert vif sur l'herbe sèche,
une intrusion évidente de couleurs synthétiques dans l'environnement naturel. Au prix d'un effort considérable, manipulant les centaines de kilos de l'animal, ils ont placé le cerf sur une bâche. La scène a été photographiée sous tous les angles, les flashs éclairant l'enchevêtrement macabre du crâne et des bois. La logistique pour retirer les preuves était complexe. Le cerf était trop gros pour être transporté entier par hélicoptère. La décision fut prise de décapiter l'animal, garantissant l'intégrité du crâne et des bois. Les restes, ainsi que la tête du cerf, furent soigneusement conservés et transportés au bureau du médecin légiste Lyon. Louis Garnier a donné son témoignage, détaillant la découverte et la décision d'abattre l'animal. Les enquêteurs ont jugé que ces actions étaient raisonnables compte tenu des circonstances, privilégiant la préservation de preuves essentielles. Cette découverte a choqué les forces de l'ordre. Son caractère étrange a soulevé des questions complexes. L'apparition des preuves au laboratoire de police scientifique de l'État à Aix-en-Gravelines fait sensation immédiatement. La nature étrange de la découverte, un crâne humain incrusté dans les bois d'un cerf fraîchement abattu ou exigeait une attention particulière et immédiate. Les restes ont été remis au médecin légiste et le processus complexe d'identification et d'analyse a commencé. Un processus qui a nécessité la collaboration d'anthropologues légistes, de dentistes légistes et de biologistes de la faune sauvage. Le crâne était considérablement endommagé. Il avait manifestement été exposé aux éléments pendant une longue période. L'absence de mâchoire inférieure et la nature incomplète des vertèbres cervicales restantes suggéraient que le corps avait subi une décomposition et avait été récupéré dans la nature. Le défi ne consistait pas seulement à identifier la victime, mais aussi à comprendre les circonstances ayant conduit à ce terrible piège. Les anthropologues légistes ont commencé leur examen en nettoyant soigneusement le crâne, en retirant des fragments et en constatant son état. Ils ont constaté l'absence de tout signe évident de traumatisme, ni d'impact de balle, ni de fracture compatible avec un traumatisme contondant. Cependant, l'usure du temps a rendu difficile toute conclusion définitive. Ils ont pu établir le profil biologique de la victime, une femme, possiblement d'origine européenne, estimée entre 25 et 35 ans au moment du décès. L'étape suivante consistait à l'identifier. Compte tenu de l'état de la dépouille, une analyse ADN était possible, mais prendrait du temps. La voie la plus directe pour l'identification était l'examen des dossiers dentaires. Malgré les intempéries, la mâchoire supérieure, maxillaire, reste largement intacte. Les dentistes légistes analysent les dents, dressent un tableau des obturations, des restaurations et des caractéristiques dentaires uniques. Ces informations sont comparées à une base de données .personnes disparues en France, à la recherche de liens entre d'innombrables cas non résolus dans ce processus. Le processus prend plusieurs jours. La base de données était vaste, remplie d'histoires d'individus engloutis par la nature, mais une combinaison spécifique de profils biologiques et de caractéristiques dentaires a réduit les possibilités. Et puis, une correspondance a été trouvée. Les résultats ont été stupéfiants, reliant immédiatement cette étrange découverte à une affaire restée sans réponse depuis près de 10 ans. Le crâne appartient à Aix-en-Gravelines Dubois et l'identification a fait l'effet d'une bombe. Elle a immédiatement ravivé la disparition de 2007, la transformant d'un accident tragique présumé en un profond mystère. Le lieu de la découverte, à des kilomètres de la zone de recherche initiale, a immédiatement soulevé des questions sur les circonstances de sa mort. La nouvelle a été transmise à la famille. Pour la famille de Claire, ce fut une sombre confirmation de son sort, mettant fin à 9 années d'incertitude, mais les remplaçant par l'horreur de la découverte. Pour Marie Martin, la nouvelle fut douloureusement compliquée. L'identité de Claire apportait une nouvelle dimension à la disparition de Sophie. Si Claire avait été retrouvée ici, où était Sophie? Étaient-elles ensemble au moment de leur mort? L'incertitude, latente depuis des années, revint avec une intensité renouvelée. L'enquête a immédiatement changé de sujet. Les théories initiales selon lesquelles le cerf avait attaqué et tué Claire ou qu'il avait simplement ramassé le crâne par terre se sont compliquées avec le temps. Si Claire est décédée en 2007, les circonstances de l'échouage deviennent encore plus inquiétantes. Les enquêteurs ont consulté des biologistes de la faune sauvage de Service français des forêts et de la faune sauvage,
cherchant à comprendre en profondeur le comportement des cerfs et la nature de leur bois. C'est là que l'enquête se heurte à un paradoxe biologique crucial, une vérité biologique qui bouleverse toute la chronologie de l'affaire. Des biologistes expliquent un aspect fondamental de la physiologie du cerf mâle. Chaque hiver, il perd ses bois. Ces bois massifs, caractéristiques des mâles, ne sont pas permanents. Ils en repoussent chaque printemps et chaque été, d'abord sous forme de cartilage doux et velouté, puis se transforment progressivement en os. La croissance est rapide, alimentée par la végétation riche en nutriments du court été vosgeux à l'automne, les bois sont complètement développés et utilisés pour les parades et les combats pendant la saison des amours. Mais lorsque l'hiver arrive et que le taux de testostérone chute, les bois se détachent du crâne et tombent, et le cycle recommence. Ce fait biologique a des implications surprenantes pour la recherche. Si Claire Dubois est décédée en 2007, son crâne n'a pu être fixé à ces bois que 9 ans plus tard. C'est biologiquement impossible. Les bois découverts par Louis Garnier étaient arrivés à maturité au printemps et à l'été 2016. La chronologie était rompue. Cette découverte a transformé l'enquête. Cela signifiait que le crâne avait dû être fixé au bois récemment, au cours des 6 à 8 derniers mois. Cette découverte soulève une question centrale et déroutante. Si Claire est décédée en 2007, où se trouvait son crâne ces 8 dernières années? Et comment, après tout ce temps, a-t-il pu atterrir sur un bois de cerf en 2016? L'enquête change de perspective. Cela signifie que les restes de Claire reposaient quelque part, intacts, depuis 8 ans avant d'être dérangés et ramassés par le cerf en 2016. L'endroit où le cerf a été trouvé pourrait ne pas être celui où Claire est morte. Le cerf aurait pu parcourir des kilomètres depuis le lieu du piégeage. Les enquêteurs analysent le piégeage lui-même à la lumière de ces nouvelles informations. Le crâne était solidement fixé. Les biologistes suggèrent que le piégeage pourrait s'être produit alors que les bois étaient encore en croissance et plus mous. Le crâne aurait pu être emprisonné dans le cartilage mou et le tissu des bois se serait développé autour, se durcissant et maintenant le crâne en place. Cela expliquerait la force de la connexion, mais suggère également un moment très précis du printemps ou du début de l'été où le piégeage s'est produit. Des théories ont commencé à circuler pour tenter d'expliquer cet étrange phénomène. Le corps de Claire a-t-il été conservé dans la glace ou les glaciers pendant des années, et récemment exposé à la lumière du jour grâce au dégel? C'est une possibilité en pleine nature. Vosges, où le changement climatique modifie rapidement le paysage, exposant des restes gelés depuis longtemps. Si ces restes ont été emportés par la glace, ils ont peut-être été déposés dans une zone accessible aux cerfs. Une autre théorie est plus sombre. La scène était-elle une mise en scène? Quelqu'un aurait-il trouvé les restes de Claire et les aurait-il volontairement attachés aux cerfs? Cela semble hautement improbable étant donné la difficulté d'accès à un cerf sauvage, surtout pendant la période de croissance de ces bois, où ils sont particulièrement sensibles. De plus, le piégeage semblait naturel, quoique étrange, la structure osseuse suggérant que des bois avaient poussé autour du crâne. Pour résoudre ce mystère, les enquêteurs devaient déterminer où le cerf se trouvait au printemps et à l'été 2016. Ils devaient retracer ses déplacements, non pas sur quelques jours ou semaines, mais sur l'ensemble du cycle de croissance des bois. Les méthodes de recherche traditionnelles ne suffisaient pas. L'enquête avait besoin d'une avancée majeure, d'un moyen de lire l'histoire inscrite dans les os des bois eux-mêmes. La nature sauvage recèle ses secrets et semble déterminée à les révéler de la manière la plus étrange et la plus troublante. La découverte que le crâne de Claire Dubois n'avait été fixé que récemment au bois a posé un défi d'enquête unique et terrifiant. L'endroit où Louis Garnier a trouvé le cerf n'a probablement rien à voir avec le lieu où Claire est décédée, ni avec l'endroit où ses restes reposent depuis 8 ans. Pour retrouver les restes de Claire, et peut-être ceux de Sophie Martin, les enquêteurs devront déterminer où le cerf se déplaçait pendant la période précise où ces bois poussaient et où il a été piégé. C'est une tâche colossale. Les cerfs peuvent parcourir de vastes étendues et des zones sauvages. Lozère offre une multitude de possibilités. Un paysage se définit par son échelle et son inaccessibilité. Les techniques d'enquête traditionnelles, les recherches terrestres et les relevés aériens, sont trop vastes et inefficaces face à l'ampleur du problème.
L'enquête avait besoin d'un moyen de restreindre la zone de recherche, d'une méthode pour décrypter l'histoire inscrite dans les preuves elles-mêmes, d'une façon de transformer les bois en cartes. La découverte est venue d'un domaine inattendu, la géochimie. Les enquêteurs ont eu recours à une technique médico-légale hautement spécialisée et avancée, appelée analyse des isotopes du strontium. Le strontium est un élément naturellement présent dans les roches et le sol, et absorbé par les plantes et l'eau. Le rapport des différents isotopes du strontium varie selon les régions, créant une signature chimique propre à chaque lieu. Lorsque les animaux consomment ces plantes et cette eau, le strontium s'intègre à leurs tissus, notamment leurs os et leurs dents, reflétant ainsi la signature géologique de leur région. La clé de cette étude réside dans la biologie unique des bois de serre. Ayant atteint leur pleine croissance au printemps et à l'été 2016, ils avaient incorporé des isotopes de strontium provenant de l'eau et des plantes consommées par les cerfs durant cette période. Les bois poussent de la base vers l'extérieur, générant rapidement du nouveau tissu osseux tout au long de l'été. En analysant les isotopes du strontium sur toute la longueur des bois, de la base, la partie la plus précoce, à la pointe, la partie la plus tardive, les scientifiques peuvent créer une carte géochronologique des déplacements du cerf au cours de l'année écoulée. Il s'agit d'une science forensique avancée, rarement appliquée de cette manière aux enquêtes criminelles. Il s'agit d'un pari audacieux qui repose sur l'intersection de la biologie, de la géologie et de la chimie médico-légale. Le processus est complexe et chronophage. Les bois sont soigneusement découpés à l'aide de minuscules échantillons forés à intervalles précis sur toute leur longueur. Ces échantillons sont ensuite envoyés à un laboratoire spécialisé équipé des spectromètres de masse capables de mesurer de petites variations dans les rapports isotopiques. L'attente commença. L'analyse prit des mois, une attente angoissante pour les enquêteurs et une nouvelle souffrance pour Marie Martin. L'enquête piétinait, dépendant du travail lent et minutieux des scientifiques du laboratoire. Marie continuait de faire pression sur les autorités, cherchant désespérément des réponses au sujet de Sophie. L'étrange découverte du crâne de Claire raviva l'espoir de retrouver Sophie, même si les chances étaient minces. L'incertitude était un fardeau constant. Les spéculations se multiplièrent à cette époque. Les théories sur la conservation des restes dans la glace et le mécanisme de piégeage se répandirent largement. L'idée d'un glacier révélant ses secrets est une histoire fascinante, en harmonie avec le mystère de la nature sauvage. Vosges. Pourtant, les chercheurs restent concentrés sur la science, convaincus que les isotopes offriront une voie à suivre, en évitant les spéculations et en fondant l'enquête sur des données expérimentales. L'hiver 2016 à 2017 arriva, recouvrant le paysage de neige et de glace, témoignant de l'état de gel de l'enquête. Le poids était insoutenable. Une épreuve de patience et de confiance dans le processus médico-légal. Finalement, au printemps 2017, les résultats de l'analyse isotopique du strontium arrivèrent. Les données étaient denses, une série complexe de ratios et de graphiques qui exigeaient une interprétation minutieuse par des scientifiques experts. Mais les résultats ont apporté la percée dont les chercheurs avaient désespérément besoin. L'analyse a révélé un historique détaillé des déplacements du cerf au cours du printemps et de l'été 2016. Les isotopes ont indiqué que le cerf a passé une grande partie de l'été, une période où les bois poussent et durcissent et où le piégeage est susceptible de se produire, dans un vallée extrêmement reculé en direct Lozère. Cette vallée était bien au-delà de la portée de la recherche initiale de 2007. La recherche initiale s'est concentrée sur Vosges correspond aux objectifs de recherche des botanistes. La vallée identifiée par analyse isotopique se situe dans un bassin complètement différent, une zone de basse altitude caractérisée par des forêts denses, un terrain accidenté et des marécages. L'endroit est difficile d'accès, nécessitant un transport spécialisé et des compétences d'orientation pointues. Il n'est situé sur aucun sentier ni voie aérienne. C'est un lieu connu seulement de quelques chasseurs et trappeurs locaux expérimentés. Un endroit où l'on peut disparaître sans laisser de traces. L'analyse des isotopes du strontium a accompli ce que les méthodes traditionnelles n'avaient pas réussi à faire. Elle a permis de délimiter les vastes étendues sauvages de Lozère. L'enquête s'est alors concentrée sur une zone de recherche précise et gérable. L'enquête avait désormais une destination. L'attention s'est déplacée de la science abstraite de la géochimie vers la réalité concrète d'une vallée reculée et inexplorée.
Les enquêteurs se mirent en route, sachant que cette vallée pourrait détenir la clé du sort de Claire Dubois et de Sophie Martin. Le mystère, vieux de 9 ans, s'éclaircit rapidement, guidé par des témoignages silencieux enregistrés dans les os des bois de serre. À la fin du printemps 2017, alors que les dernières neiges fondaient sur les hautes terres, une équipe spécialisée police nationale française et des experts médico-légaux ont été déployés dans la vallée isolée identifiée par l'analyse des isotopes de strontium. Le déploiement a nécessité un effort logistique considérable. La vallée est inaccessible par voiture locale. L'équipe et son équipement doivent être transportés par hélicoptère depuis siècles, installer un camp de base sur un terrain accidenté. L'isolement était profond, le silence n'étant troublé que par les bruits de la nature sauvage et quelques contacts radio avec le monde extérieur. L'objectif était clair, mais terrifiant. Localiser l'endroit où le cerf avait rencontré le crâne de Claire et, avec un peu de chance, retrouver ses restes et toute trace de Sophie Martin. Le terrain était, comme décrit, extrêmement accidenté, caractérisé par des pentes abruptes, une forêt dense et de nombreux passages de cours d'eau. Les recherches allaient être lentes et laborieuses, nécessitant un quadrillage minutieux du fond de la vallée et des flancs des montagnes environnantes. Les premiers jours furent ardus et infructueux. La vallée était vaste, et l'emplacement exact du grondement restait incertain. Les équipes ont trouvé des traces d'activité des cerfs, des empreintes de pas, des crottes, des traces de pâturage, mais rien ne permettait de localiser précisément l'endroit. La nature sauvage restait indifférente à leurs efforts, la végétation dense masquant toute trace potentielle. Conscients des limites des recherches terrestres sur un terrain aussi difficile, les enquêteurs se sont tournés vers la technologie. Ils ont utilisé relevé aérien égal hélicoptère équipé d'une caméra haute résolution et surtout de technologie LiDAR, détection et télémétrie par la lumière. Le lidar utilise des impulsions de lumière laser pour mesurer la distance au sol, créant ainsi des cartes tridimensionnelles précises du paysage. Sa puissance réside dans sa capacité à pénétrer la canopée dense des forêts, révélant des caractéristiques du sol qui pourraient être invisibles depuis les airs ou masquées par la végétation. Les données lidar sont traitées et analysées sur place, créant ainsi des cartes topographiques détaillées de la vallée. Les enquêteurs examinent les données à la recherche d'anomalies, de dépressions du sol pouvant indiquer un lieu d'inhumation, de végétation perturbée ou de tout élément qui semble anormal dans le milieu naturel. Ce processus est méticuleux et exige un œil averti pour distinguer les éléments naturels des perturbations d'origine humaine. C'est lors de cette analyse qu'ils identifient une anomalie. Cachée sous la canopée dense d'un ancien bosquet, les données lidar ont révélé les signes révélateurs d'une structure artificielle. Petite, rectangulaire, elle était totalement invisible depuis les airs grâce à ses branches entrelacées. Sa forme géométrique se détachait nettement des motifs naturels de la nature sauvage. Les géomètres ont comparé l'emplacement avec les cartes topographiques officielles et les registres fonciers. La structure ne figurait sur aucun registre officiel. Il s'agissait d'un la maison en bois n'est pas sur la carte, cachée au plus profond de la nature sauvage. La découverte fut électrisante. La présence d'une cabane cachée dans cette vallée reculée, la même où le cerf aurait rencontré le crâne de Claire, a immédiatement éveillé les soupçons. Elle suggérait une présence humaine dans une zone supposément inhabitée, une présence qui pourrait être liée à la disparition des botanistes. L'équipe s'est alors rendue sur les lieux de l'anomalie. L'accès était difficile, nécessitant une montée raide à travers un sous-bois dense. La tension était palpable. Cette structure cachée pourrait bien détenir la clé de tout le mystère. Ils s'approchèrent prudemment, se déplaçant silencieusement à travers la végétation dense, sécurisant le périmètre avant d'entrer. En approchant des coordonnées, ils l'aperçurent enfin. Une petite maison en rondins de bois brut, construite à partir de rondins grossièrement coupés, cachée parmi les arbres. Information en direct laser bien dissimulée, elle était conçue pour se fondre dans le décor. La cabane semblait inhabitée. Aucune fumée ne sortait de la cheminée, aucun signe d'activité récente. La décision fut prise de pénétrer dans la maison. Compte tenu des circonstances, de l'éloignement, de l'absence d'enregistrement de la structure et de la proximité du lieu probable du piégeage, les enquêteurs furent invités à mandat de perquisition permettre un examen médico-légal complet dans l'établissement. À l'intérieur,
La cabane ressemble à un pavillon de chasse standard. Elle est meublée simplement et comprend un poêle à bois, un lit rudimentaire et un mobilier basique. Il présente des signes d'utilisation peu fréquente. Nourriture en bois dans le garde-manger, du bois de chauffage était empilé près de la cheminée, mais rien ne laissait présager une scène de crime. L'intérieur était poussiéreux et sentait la décomposition et la fumée de bois. L'équipe médico-légale a entrepris une fouille approfondie de l'intérieur. Elle a analysé les surfaces pour relever les empreintes digitales et l'ADN, prélevé des échantillons de poussière et de débris, et examiné chaque objet de la maison. La fouille a été minutieuse, consciente que des preuves pouvaient être dissimulées. Elle a examiné les murs, les plafonds et les sols, à la recherche de compartiments cachés ou de zones perturbées. C'est en examinant le sol qu'ils firent leur découverte. Le plancher était fait de planches de bois brut. L'une d'elles semblait détachée, légèrement décentrée par rapport aux autres. Ils la retirèrent avec précaution, révélant une petite chambre secrète creusée dans le sol sous la maison. À l'intérieur de la cabane, dissimulée dans l'obscurité, ils découvrirent une collection d'objets qui relièrent immédiatement la cabane au botaniste disparu. Outil botanique spécialisé, un foreuse de terre, un presse-agrumes, un appareil GPS, reconnaissables comme étant ceux utilisés par Claire et Sophie. Les outils étaient rouillés et abîmés, mais toujours reconnaissables. Mais la découverte la plus terrifiante fut un morceau de tissu abîmé. Il était bleu pâle et portait un motif distinctif. Il correspondait à la description de robe que Sophie Martin portait lors de sa disparition. La robe était identique à celle figurant sur ses photos. Cette preuve a transformé la cabane, autrefois simple pavillon de chasse, en scène de crime. La présence de leur équipement et des vêtements de Sophie suggérait une captivité ou un acte criminel. La disparition n'était plus un accident tragique, mais un enlèvement. L'enquête a immédiatement changé de captivité. Il fallait identifier le propriétaire de la cabane. Une tâche complexe en raison du caractère non enregistré de la structure. Les enquêteurs ont commencé le processus minutieux de recoupement permis de piégeage, les manifestes de vol des avions légers et les connaissances locales. Ils ont recherché toute personne connue pour fréquenter cette région isolée. Ils ont enquêté sur de petites communautés en bordure de la nature sauvage, interrogé des chasseurs et des trappeurs expérimentés et demandé si quelqu'un connaissait la cabane ou qui l'utilisait. Les entretiens furent délicats. Ceux qui fréquentaient cette région reculée étaient souvent solitaires et méfiants envers les autorités. L'enquête finit par identifier un individu remarquable. Son nom figurait sur plusieurs anciens manifestes de vol, indiquant qu'il avait voyagé dans la région de la vallée. Les informations locales confirmaient qu'il était connu pour ses longs voyages solitaires dans les profondeurs de la nature, disparaissant souvent pendant des semaines, voire des mois. Le suspect est Étienne Moreau, un homme vivant seul dans une petite ville près de Siècle. Il était connu pour son comportement excentrique, son expertise en survie en milieu sauvage et son évitement du contact humain. C'était un fantôme, un homme qui évoluait dans la nature sans être vu. L'identification d'Étienne marqua un tournant dans l'enquête. Le mystère abstrait des bois les mena à un suspect précis. L'attention s'est déplacée de la nature sauvage vers l'homme qui y vivait. L'identification d'Étienne Moreau comme l'occupant probable de la cabane non cartographiée a déclenché l'enquête. Des indices trouvés sous le plancher ont fourni le motif probable nécessaire à une arrestation. Police nationale française est envoyée pour retrouver Étienne. Il a été retrouvé dans la petite ville où il résidait, une maison discrète en périphérie. Il a été arrêté sans incident, semblant surpris, mais pas alarmé, par l'irruption soudaine des forces de l'ordre. Il semblait plus perturbé par cette intrusion dans sa vie solitaire que par la crainte des conséquences. Étienne a été conduit au centre d'interrogatoire le plus proche. Clermont-Ferrand. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, usé par des années d'exposition aux éléments, à l'attitude réservée et au regard habitué à observer au loin. La salle d'interrogatoire était stérile, contrastant fortement avec la nature sauvage dans laquelle il vivait. Les enquêteurs comprirent qu'ils avaient affaire à un individu extrêmement intelligent et insaisissable, habitué à la solitude et à l'autonomie. Ils savaient que l'obtention d'aveux nécessiterait une approche psychologique méthodique. Les premières étapes de l'interrogatoire visèrent à établir un rapport et à évaluer la réaction d'Étienne aux preuves.
Il s'est d'abord montré évasif, répondant aux questions avec un minimum d'informations, sans rien confirmer ni infirmer. Il était calme, posé, apparemment insensible à l'atmosphère stérile de la salle d'interrogatoire. Il gardait l'attitude d'un homme habitué au silence, ne révélant rien de ses pensées profondes. Les enquêteurs ont présenté l'existence de la cabine. Ils lui ont montré des photos de la structure, des images lidar révélant son emplacement caché. Étienne a admis connaître le secteur, mais a affirmé que la cabane était abandonnée, vestige d'un ancien réseau de piégeage utilisé sporadiquement par quiconque la croisait. Il a nié être propriétaire ou utilisateur exclusif de la structure. Son attitude demeurait inchangée, offrant un démenti plausible de tout lien avec la cabane. Il garda ce masque pendant des heures, faisant preuve de la patience et de la résilience d'un homme habitué à la solitude et aux épreuves. Il esquiva les questions, proposant des explications plausibles à sa présence dans les environs, minimisant ainsi son lien avec la cabane. Il était intelligent, rusé et connaissait très bien la nature sauvage, utilisant ses connaissances pour inventer une histoire de coïncidence et de déni plausible. Les enquêteurs savaient qu'il fallait briser ses défenses. Ils décidèrent de le confronter avec les preuves trouvées sous le plancher. La stratégie consistait à l'accabler de preuves matérielles irréfutables, à briser son récit soigneusement construit. Ils présentèrent des photographies d'outils botaniques, de tarières, de presses à plantes et de GPS. Ils soulignèrent la nature spécialisée de l'équipement, son lien direct avec les botanistes disparus. Étienne resta stoïque, suggérant que les objets avaient pu être laissés par d'autres personnes ayant utilisé la cabane. Puis ils présentèrent le tissu bleu pâle. Ils placèrent une photo de Sophie Martin, souriante dans sa robe bleue, à côté de la photo du tissu abîmé retrouvé dans la cabine. Le lien était indéniable. Face à cette évidence, le masque d'isolement d'Étienne commença à se fissurer. Son attitude changea. Son calme fit place à une agitation subtile, ses yeux parcourant la pièce du regard, évitant le regard des enquêteurs. Il comprit la gravité de la situation. Le lien était trop direct, trop intime pour être expliqué par une simple coïncidence. Les enquêteurs insistèrent, soulignant les incohérences de son récit, l'impossibilité de ses explications. Ils insistèrent sur les preuves médico-légales le reliant à la cabane et aux victimes. Ils évoquèrent les 9 années de souffrance endurées par les familles, leur quête incessante de réponses. Puis, après des heures d'interrogatoire intenses, Étienne Moreau passa aux aveux. Une confession glaçante, un récit détaillé des événements d'août 2007, délivré d'une voix neutre et dénuée d'émotion, comme s'il s'agissait du récit d'une banale partie de chasse. C'est une histoire de survie, de désespoir et de cruauté calculée. Étienne raconte qu'il était à sa cabane lorsque la grande tempête a frappé. Habitué aux intempéries, préparé et en sécurité dans son abri caché, il était à l'abri. Le deuxième jour de la tempête, le 14 août 2007, alors qu'il vérifiait ses pièges près de la cabane, il a croisé Claire et Sophie. Ils étaient perdus, désorientés et présentaient les premiers signes d'hypothermie. Pris dans une tempête, leur équipement était inadapté à l'intensité du temps. Ils se sont égarés point Vosges dans une tentative désespérée de trouver un abri, ils étaient au bord de l'effondrement. Étienne a dit avoir proposé son aide et les avoir conduits jusqu'à sa cabane. Ils étaient reconnaissants, soulagés d'être sortis de la tempête. Il leur a fourni soupe chaudis chaleureux, jouant le rôle de sauveur. Mais Étienne admet que ses motivations ont rapidement changé. C'était un homme solitaire, longtemps isolé de la société. La présence de 2 femmes dans sa cabine a déclenché chez lui une pulsion sombre. Il se sent légitime après les avoir sauvés, il se sent propriétaire d'eux. Il décide de vouloir Sophie. Cette nuit-là, alors que la tempête fait rage dehors, il lui fait des avances. Sophie résiste, le rejetant avec force. Furieux de son rejet et renforcé par leur isolement, Étienne l'attaque. Claire intervient, luttant désespérément pour protéger son ami. Une violente bagarre s'ensuivit dans l'espace exigu de la cabane. Dans le chaos, Claire parvint à s'échapper. Elle s'enfuit, disparaissant dans la tempête déchaînée, dans l'obscurité et le vent hurlant. Étienne ne la poursuivit pas.
Il avait pris une décision calculée. Il était certain qu'elle ne survivrait pas. La nature sauvage et les intempéries, combinées à son état de faiblesse et au manque d'équipement, allaient rapidement la tuer. Il supposa que ses restes seraient dispersés par les éléments, sans jamais être retrouvés. Il quitta la nature sauvage pour s'occuper du témoin. Claire partit, Étienne reporta son attention sur Sophie. Il avoua l'avoir gardée prisonnière dans la cabane pendant plusieurs semaines. Les détails de sa captivité sont terrifiants. Il l'a soumise à des sévices constants, à des tortures physiques et psychologiques. Il a brisé son esprit, affirmé sa domination, l'a isolée du monde sans espoir de fuite. Le destin de Sophie a été scellé lorsqu'elle a tenté de se défendre. Quelques semaines après son arrestation, elle parvint à se libérer de ses liens et, désespérée de s'échapper, attaqua Étienne. Il la maîtrisa à nouveau et, dans un accès de rage, la tua. Il avoua avoir enterré son corps près de la cabane, dans un endroit caché et réservé à l'intimité. Il nettoya ensuite méticuleusement la cabane, dissimulant leur matériel sous le plancher, effaçant toute trace de leur présence, retournant à sa vie solitaire comme si de rien n'était. Ses aveux apportèrent les réponses que les enquêteurs cherchaient depuis 9 ans. C'était l'histoire horrible d'une violence opportuniste, d'un prédateur profitant d'une situation créée par un environnement hostile. Cependant, lorsqu'on l'interrogea sur la découverte du crâne de Claire dans les bois, Étienne changea à nouveau d'attitude. Il nia catégoriquement toute implication dans le piège. Il affirma n'avoir jamais revu Claire après sa fuite de la cabane. Il prétendait ignorer comment son crâne avait atterri sur les bois 9 ans plus tard. Les enquêteurs étaient sceptiques. Ils soupçonnaient Étienne de dissimuler des informations, peut-être réticent à admettre un détail aussi macabre et étrange. Ils supposaient qu'il avait peut-être retrouvé les restes de Claire des années plus tard et mis en scène la scène, un hommage écœurant à son crime. Mais Étienne maintint son déni, d'une voix ferme et inébranlable sur ce point précis. Le mécanisme du piège à bois de serre demeurait un mystère, dernier détail non résolu d'une affaire aux circonstances étranges. Les aveux, cependant, suffisaient. Ils fournissaient l'emplacement des restes de Sophie et les preuves nécessaires à une condamnation. Après les aveux glaçants d'Étienne Moreau, l'enquête a rapidement abouti. Fort des informations fournies par Étienne, les enquêteurs sont retournés dans la vallée isolée et à la cabane non cartographiée. L'attention s'est portée sur la récupération des restes. Ils se sont concentrés sur les recherches autour de la structure, à la recherche du lieu de sépulture caché qu'il avait décrit. Le terrain était accidenté et le lieu de sépulture était bien caché, recouvert par des années de débris et de végétation. Mais une fois l'emplacement exact déterminé, l'équipe spécialisée a réussi à le localiser. Ils ont commencé des fouilles minutieuses. C'est dans une atmosphère solennelle qu'ils ont exhumé les restes enfouis sous terre. Les restes ont été récupérés et transportés au bureau du médecin légiste à Aix-en-Gravelines. L'analyse médico-légale confirme l'identité de Sophie Martin. Après 9 ans d'angoisse, Marie Martin a enfin eu confirmation du sort de sa fille. La nouvelle était bouleversante. Les détails de la captivité et du meurtre de Sophie étaient presque insupportables. Mais elle lui a apporté le soulagement qu'elle recherchait désespérément, la possibilité de faire enfin le deuil de sa fille et de rapatrier sa dépouille. La procédure judiciaire pour Étienne Moreau a été rapide. Face à des preuves accablantes, dont ses propres aveux et la découverte des restes de Sophie, Étienne a choisi de plaider coupable, évitant ainsi un procès qui aurait forcé les familles à revivre les horribles détails du crime. En 2018, Étienne Moreau a été reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de Sophie Martin et d'accusations liées à l'enlèvement de Claire Dubois. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Des recherches approfondies ont été menées aux alentours de la cabane pour tenter de retrouver le corps de Claire Dubois. Elles n'ont rien donné de plus. Les autorités ont conclu que Claire était morte dans la nature peu après son évasion en 2007, succombant à la tempête et aux rigueurs de l'environnement. Ses restes ont probablement été dispersés par des charognards et les éléments au fil des ans. Le mécanisme par lequel son crâne s'est retrouvé sur les bois d'un cerf 9 ans plus tard demeure un mystère persistant. S'agit-il d'un phénomène naturel exceptionnel?
Ces restes ont-ils été mis au jour par l'érosion ou un glissement de terrain, et le cerf a-t-il frotté ces bois nouvellement poussés contre le sol, se retrouvant violemment coincés? Ou le détail macabre qu'Étienne Moreau a refusé d'admettre, et dont la vérité demeure inconnue. L'étrange découverte qui a révélé l'affaire est finalement le seul détail qui défie toute explication.